مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في المغرب من واشنطن. Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Je suis Adam Early et je suis toujours très heureux de vous retrouver. Le sujet d'aujourd'hui porte sur l'élection présidentielle en Libye, prévue le 24 décembre, et qui a été reportée à 2 reprises, en 2018 et 2019, en raison des combats et de l'absence d'un cadre électoral législatif. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous discuterons de ces élections qui approchent à grands pas, des attentes qu'elles suscitent en vue d'un retour à une certaine stabilité en Libye, un pays important pour l'équilibre de cette région d'Afrique du Nord. Joining us are two prominent American experts on Libya. The first is Ambassador Philip Carter. Pour débattre de ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir 2 spécialistes de la question libyenne. Le premier est son Excellence Philippe Carter, qui a été ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire entre 2010 et 2013 et en Guinée entre 2007 et 2008. L'ambassadeur Carter a également été directeur du Bureau des Affaires d'Afrique de l'Ouest et de l'Est au département d'État américain et conseiller principal du commandement des États-Unis pour l'Afrique entre 2013 et 2015. Notre second invité est Ben Fishman, chercheur principal au Washington Institute. Il a travaillé auparavant au Conseil de sécurité nationale des États-Unis de 2009 à 2013 en tant que chef du département des affaires libyennes et nord-africaines. Nous commencerons comme d'habitude avec notre chroniqueur Gidi Gordon. Gidi, pensez-vous que les élections libyennes pourront se tenir comme prévu le 24 décembre ? Adam, I would not bet any money on that. Je ne mettrai pas de l'argent dessus, Adam. Comme vous l'avez justement mentionné, les élections libyennes ont été reportées à 2 reprises, en 2018 et en 2019. D'autant plus s'il existe un désaccord et une incertitude sur la tenue des élections présidentielles et parlementaires le 24 décembre. La Libye est en état de guerre civile intermittente durant les 10 dernières années. Il est peut-être tout à fait clair pour les Libyens et pas aussi clair de la même façon en dehors de la Libye, en particulier ici aux États-Unis, qu'il existe une rivalité entre l'Est et l'Ouest de la Libye. En fait, si l'on remonte à l'Antiquité, la colonisation grecque a créé la Cyrénaïque à l'est de la Libye, tandis que la colonisation phénicienne a créé la Tripolitaine à l'ouest de la Libye. Ainsi, ces 2 régions ont été séparées il y a longtemps, et même lorsque l'Italie a occupé ce qu'on appelle aujourd'hui la Libye, cela a commencé par les colonies de Cyrénaïque à l'est et de Tripolitaine à l'ouest, puis elles ont été annexées. Même lorsque la Libye a obtenu son indépendance de l'Italie en 1951, le roi du pays à cette époque était Driss Ier, prince de Cyrénaïque, puis il a été destitué lors d'un coup d'État militaire en 1969 dirigé par le colonel Muammar Kadhafi, originaire de la ville de Sirte dans l'ouest de la Libye, où il a été tué en 2011. Ainsi, ce que nous voyons est une bataille entre 2 camps, rivaux à la fois à l'est et à l'ouest de la Libye, où il existe un conseil législatif pour chacun de ces camps. De ce fait, la tenue d'élections générales en Libye peut sembler une chose saine sur le papier, une bonne chose pour les Nations Unies, mais en réalité, ce sera très difficile. Ce sont des faits historiques très importants pour comprendre le contexte général de la question libyenne. Je vous remercie, Gidi, et je me tourne à présent vers l'ambassadeur Philippe Carter. Ambassadeur Carter, que représentent aujourd'hui ces élections non seulement pour la Libye, mais aussi pour les pays voisins d'Afrique du Nord ? Écoutez, je pense que le grand problème auquel les élections en Libye sont confrontées est qu'elles inaugurent une nouvelle ère de stabilité, de croissance et de paix dans la région. Le conflit en Libye a eu des effets néfastes en termes d'une grande instabilité, non seulement dans le nord de l'Afrique, mais aussi au sud du continent, dans la région du Sahel. En plus des défis de l'immigration clandestine en Méditerranée, chose qui menace la sécurité en Europe. Par conséquent, il est clair que nous aimerions voir une solution globale à la crise libyenne et espérons que ces élections déboucheront sur un processus libre et équitable qui mènera à des résultats clairs en vue de mettre fin à ces 10 ans de chaos et d'instabilité en Libye.
chose qui a donné lieu à la propagation du terrorisme dans la région tout entière. En outre, le conflit en Libye a entraîné le pays dans une véritable récession économique. Une récession qui a affecté le bien-être des populations d'Afrique du Nord. C'est pourquoi les Libyens sont plus que jamais convaincus que ces élections sont indispensables et nous espérons voir un processus de paix qui pourra être acceptable par toutes les parties concernées. De nombreuses critiques sont adressées aux États-Unis, non seulement pour la manière dont Kadhafi a été écarté du pouvoir, mais aussi pour l'ingérence américaine dans les affaires libyennes au cours de ces 10 dernières années. Vous, en tant que diplomate américain, vous avez été étroitement lié aux décisions américaines liées à la question libyenne. Alors, comment évaluez-vous le rôle des États-Unis en Libye? Je crois que les raisons et les motifs de l'intervention militaire américaine en Libye étaient clairs pour tout le monde, surtout avec les actions que le dictateur Kadhafi avait l'intention de commettre contre son peuple. Mais il y a eu de nombreuses fautes américaines graves à la suite de cette intervention, parmi lesquelles le recours à des hypothèses tacites qui n'étaient pas bien suivies. Comme la nécessité d'établir la paix après la victoire ou l'effondrement de la Libye à la suite de l'intervention contre Kadhafi et qui a créé de sérieux défis de toutes parts. Je pense que ni les États-Unis ni la communauté internationale n'ont pleinement compris les conséquences de l'intervention et la nécessité d'investir davantage dans le développement politique du Libye, qui n'a pas connu la pratique démocratique depuis des décennies. C'était une erreur américaine d'estimer que la Libye serait en mesure de trouver une voie facile vers la démocratie que les Libyens n'avaient pas pratiquée depuis des décennies. Je pense également qu'il y avait un besoin impérieux de soutien et d'assistance inlassable, non seulement des États-Unis, mais de la part de la communauté internationale tout entière en Libye. En parlant de communauté internationale, les États-Unis ne sont certainement pas le seul acteur en Libye. Le Maroc a également joué un rôle d'avant-garde dans le dossier libyen. Pouvez-vous nous éclairer sur l'action du Royaume en faveur de la résolution de la crise libyenne? Tout d'abord, les États-Unis et le Maroc ont des liens étroits. Le Royaume a joué un rôle important et constructif au niveau international, notamment à travers les 3 congrès accueillis par le Maroc. Le Royaume jouait autrefois un rôle régional important grâce auquel il a pu rassembler les belligérants libyens pour tenter de parvenir à un accord. En fait, la diplomatie cherche à parvenir à la paix et au dialogue. Il s'agit d'une tâche très difficile qui demande beaucoup de temps et beaucoup de patience. Le Maroc a pu y parvenir et a fourni une atmosphère et un espace pour des discussions sérieuses afin d'arriver à un accord politique qui mettra fin à la crise libyenne. D'autant plus que les discussions que le Royaume a accueillies ont abouti à poser quelques-uns des fondements sur lesquels repose la situation actuelle du processus politique en Libye, y compris les principaux fondements adoptés par les dirigeants politiques en Libye. Par conséquent, je pense que la contribution exemplaire du Maroc au processus de paix a été extrêmement importante pour la Libye et je pense que le Royaume continuera sur cette voie. De nombreux Libyens ont déposé leur candidature pour les élections, notamment Khalifa Haftar, Saïf al-Islam Kadhafi, Aguila Saleh et l'actuel Premier ministre par intérim, Abdul Hamid Dbeiba. Certains sont soutenus par des puissances extérieures telles que l'Égypte, l'Algérie et la Russie. Les États-Unis ont-ils un candidat préféré?
Et quelle position l'administration Biden devrait-elle adopter à cet égard? Écoutez, je pense que vous avez posé une question délicate au sujet d'une situation complexe. Il y a en fait plusieurs choses pour répondre à votre question. Premièrement, je pense que les États-Unis doivent veiller à ce que ceux qui rivalisent pour remporter ces élections soient responsables et loyaux. Deuxièmement, les États-Unis doivent veiller à ce que les élections se déroulent aussi librement et équitablement que possible. Il y a un large débat sur la manière dont les élections se dérouleront. Par conséquent, une transparence totale doit être assurée et des investissements internationaux doivent être fournis avec le soutien des États-Unis. Pour garantir que les élections en Libye se déroulent à temps et qu'elles aient le plus grand degré de transparence et que les candidats en acceptent les résultats, en ne retournant pas à leur milice, cela devrait être inacceptable. Quant aux candidats, il va falloir trancher quant à leur légitimité, comme c'est le cas de Saif Islam Kadhafi, qui est recherché à comparaître devant la Cour pénale internationale et le général Haftar, dont la légitimité est suspectée à cause de l'affaire qui pèse contre lui aux États-Unis. Ceci soulève la controverse à propos de ces candidats, mais en fin de compte, le peuple libyen devra décider quant à celui qui le dirigera et comment le pays sera-t-il gouverné. Cela doit être respecté. En plus des élections qui se tiendront dans le même jour, il y aura des choses qui suivront, comme l'aide au profit du nouveau gouvernement, ce dernier qui, nous l'espérons, sera élu d'une manière légitime et démocratique. Pour y parvenir, il faudra du soutien et beaucoup de travail pour construire les infrastructures, encourager et attirer le capital humain nécessaire pour gérer les affaires de la Libye. En fait, il y a une grande destruction qui sévit dans le pays. Cette dernière aura besoin d'aide pour se reconstruire, car elle ne peut pas le faire seule. La communauté internationale doit aider la Libye à retrouver le chemin d'une nation démocratique et les États-Unis doivent jouer un rôle de premier plan à cet égard. Merci, Monsieur l'ambassadeur Carter, pour cette mise en perspective édifiante et précieuse. Je me tourne à présent vers mon second invité, Ben Fishman. Ben, dans un premier temps, je voudrais que vous nous expliquiez brièvement les raisons de l'émergence d'un désaccord sur la date de ces élections. Nous écouterons votre réponse après une courte pause. مشاهدينا الكرام, don't go away, we'll be right back. مشاهدينا الكرام, welcome back to Mal Maghreb min Washington. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous soulevons de nombreuses questions, ou plutôt des doutes qui entourent les prochaines élections présidentielles libyennes. Avant la pause, je demandais à Ben Fishman de nous expliquer où nous en étions actuellement en Libye et pourquoi toute cette polémique autour de ces élections. Ben, la parole est à vous. I'll start at April 4th, 2019, when Haftar invaded Tripoli. Je vais commencer par évoquer cette journée du 4 avril 2019, lorsque Khalifa Haftar a lancé une offensive pour conquérir Tripoli. Cette guerre civile a duré environ 1 an et demi, jusqu'à ce que les Turcs sauvent Tripoli d'une défaite imminente de la part de Khalifa Haftar, avec l'appui des mercenaires russes de Wagner. Ça a conduit à un processus mené par les Nations Unies qui ont présenté une initiative visant à réunir toutes les parties libyennes en fin novembre et décembre 2020. Cette initiative est appelée le Forum de dialogue politique libyen.
C'est ce qui a servi de base à la fixation des élections pour le mois de décembre. C'était un plan ambitieux. L'élément principal du forum de dialogue politique libyen a été de définir une base constitutionnelle pour la tenue d'élections en Libye. À ce propos, le président de la Chambre libyenne des représentants, qui est Aguila Saleh, a abordé cette question en rédigeant une loi électorale régissant notamment les législatives et en y incluant le cadre constitutionnel. Ce cadre est toujours sujet à controverse en Libye car Aguila Saleh a pu le faire passer par la Chambre des représentants à travers ce qui semble être un processus juridique en présentant ses propres interprétations de ce statut juridique, tandis que d'autres ont remis en question sa légitimité. Ainsi, il n'y avait ni formule convenue pour la tenue d'élections en Libye, ni sur une base constitutionnelle. Cependant, nous nous retrouvons obligés d'aller de l'avant avec la tenue d'élections sans tenir compte de ces questions. Et c'est peut-être en partie parce que les États-Unis font de gros efforts pour maintenir le calendrier électoral. Parlez-nous des acteurs externes à cette crise, notamment du Maroc, qui, comme d'autres pays, ont tenté de réunir les protagonistes libyens. Quels étaient les obstacles au dialogue interlibyen ? Il est clair que le rôle du Maroc a été crucial à travers l'accord politique de Skhirat en 2014. Morocco's effort in Skhirat was quickly turned over to the UN, and the UN. Je pense que l'administration américaine n'a pas suffisamment insisté pour parvenir à un accord politique entre les différentes parties libyennes. Néanmoins, nous allons de l'avant avec la tenue des élections présidentielles en Libye le 24 décembre, sans examiner les conséquences possibles des violences avant les élections ou après celles-ci. Permettez-moi de citer un extrait de votre article sur ce sujet. Je cite. Aujourd'hui, il n'y a pas de candidat capable d'obtenir une majorité à l'échelle nationale et on peut se demander s'il pourrait même faire campagne à travers la Libye. La probabilité que les Libyens acceptent la victoire d'un candidat est mince, en particulier dans des circonstances où les lois électorales et le vote seront remises en cause, voire totalement perturbées. Fin de citation. Dans le même article, vous avez défendu la nécessité de reporter les élections. Pourquoi pensez-vous qu'il vaudrait mieux reporter ces élections que de les tenir à temps ? I think more sensible would be delaying the elections. Je pense qu'il est tout à fait logique de reporter les élections tout en soulignant ce qui doit être fait pour résoudre certains des problèmes en suspens, ainsi que fixer un nouveau calendrier pour résoudre ces problèmes plutôt que se précipiter aveuglément pour respecter un délai fixé à plus d'un an alors qu'il a peu de chances de se réaliser. D'accord. Mais d'un autre côté, Khalifa Haftar a menacé de reprendre la guerre si les élections sont reportées. Comment répondez-vous à ceux qui disent que même s'il y a des risques à respecter les délais fixés pour ces élections, le fait de ne pas les organiser demeure encore plus dangereux ? La communauté internationale doit clairement et explicitement informer Haftar que cela constitue une position tout à fait inacceptable. S'il veut démontrer ses compétences démocratiques, la menace de guerre n'est pas du tout un slogan de campagne électorale. Bien. À propos des États-Unis, vous avez mentionné qu'ils ne sont pas suffisamment impliqués pour créer un climat propice à la tenue de ces élections libyennes. Et vous avez également évoqué l'importance de la date du scrutin et la nécessité de persuader les acteurs politiques libyens d'agir d'une manière responsable. De quelle marge de manœuvre les États-Unis disposent-ils pour influencer ce processus ? I think quite substantially. Libyans still, in general, have a very positive view of the United States.
Je pense que la capacité des États-Unis à le faire est très grande, car les Libyens, en général, voient les États-Unis de manière positive, malgré les efforts de l'administration Trump pour abandonner tout rôle américain en Libye d'abord, puis pour soutenir une seule partie, celle de Haftar. Il est clair aujourd'hui que c'est exactement ce que l'administration Trump a fait. En fait, malgré des années de buzz médiatique anti-américain de Kadhafi, la vision des Libyens des États-Unis est restée positive. En particulier avec le rôle clé joué par les États-Unis dans l'intervention militaire contre Kadhafi en 2011. De plus, la plupart des Libyens sont désolés pour ce qui est arrivé à l'ambassadeur américain Christopher Stevens en 2012. Ils souhaitent des relations solides avec les États-Unis après que le terrorisme ait endommagé la possibilité d'y parvenir. De plus, les Libyens ont vu l'incapacité des parties européennes et des Nations Unies à agir en Libye malgré leurs bonnes intentions. Les Allemands, par exemple, ont réussi le processus de Berlin, mais même ce processus constitue une action majeure. La capacité de l'Allemagne à contribuer au processus de stabilité en Libye reste limitée. Les États-Unis peuvent donc faire quelque chose de mieux pour la Libye et je pense que les Libyens le savent. Ben, j'ai une dernière question pour vous. Selon l'ambassadeur Philippe Carter, la plupart des candidats à l'élection présidentielle posent problème aux yeux des États-Unis. Le maréchal Haftar est accusé de crimes de guerre. Aguila Saleh fait l'objet de plusieurs sanctions économiques imposées par l'Union européenne. Saif al-Islam Kadhafi est également accusé de crimes contre l'humanité. Il y a des accusations de corruption contre Dbeiba. Bref, le vainqueur de ces élections, si elles se tiennent, risque de faire l'objet de nombreuses accusations. Comment, dans ce cas, les États-Unis pourront-ils traiter avec le vainqueur de cette présidentielle libyenne? Le temps nous est compté. Merci de répondre brièvement. Écoutez, je ne veux pas utiliser la logique selon laquelle vous obtenez ce que vous avez payé, mais rappelons-nous, le processus d'élection du Hamas et la façon dont l'administration Bush l'a géré. Je ne compare pas cela avec ce qui se passe en Libye, mais je dis que la démocratie et les élections ne sont pas le seul moyen de construire un gouvernement crédible. Et comme vous le savez, nous ne choisissons pas le candidat préféré, ce qui a été clairement démontré récemment par l'ambassadeur américain Richard Norland. Il y a une différence entre le choix d'un candidat préféré et l'espoir qu'un processus démocratique émerge de manière équitable et, comme je l'ai dit à maintes reprises, le meilleur moyen d'y parvenir est de reporter des élections libyennes pendant une certaine période pour traiter ces questions en suspens. Ben Fishman, thank you for your excellent insights and analysis. Ben, merci pour cette analyse pertinente et hautement instructive. Nous arrivons au terme de cette émission. Il est clair que ces élections libyennes sont porteuses de nombreuses interrogations et que rien aujourd'hui ne garantit qu'elles se tiendront comme prévu. De plus, les efforts de la communauté internationale doivent être concertés pour aider les Libyens à surmonter les nombreux défis qui se présentent à eux. Bien évidemment, le Maroc peut jouer un rôle très important dans ce processus électoral car c'est le seul pays qui jouit de la confiance de toutes les parties libyennes. Celle-ci s'accorde pour considérer le royaume comme un pays neutre qui a la capacité et la volonté d'assurer la stabilité et la sécurité du peuple libyen. Les efforts du Maroc et des États-Unis peuvent être couronnés de succès. À cet égard, Ben Fishman insistait sur le fait que les Américains doivent faire de leur mieux pour aider les Libyens à résoudre leurs problèmes.
Je tiens à le remercier pour sa participation. Merci également à Judy Gordon et également à l'ambassadeur Philippe Carter. Merci à tous pour votre attention et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Of Mal Maghreb in Washington. Ila laka.